Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, on parle micro-aventure avec Lucie. Lucie, du compte Instagram La Minute Nature, adore partir à la découverte de nouveaux paysages pas très loin de chez elle. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision du voyage et nous invite tous à partir faire de petites mais superbes aventures avec son chien sans aller à l'autre bout du monde. C'est un épisode un peu différent des autres, mais pas moins inspirant. J'espère qu'il te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en mentionnant Tweep et La Minute Nature. Bonne écoute. Hello Lucie, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu ? Salut Alicia, ça va et toi ? Ça va super, merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter des micro-aventures que tu partages pas mal avec ton toutou Poncho. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Ouais, bien sûr. Alors, moi je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans et je vis en Haute-Savoie depuis 5 mois, tout récemment. Et avant, je vivais au Pays Basque et je suis l'humaine de Poncho, un berger australien de 2 ans. Trop bien. Et du coup, donc, on a échangé un petit peu auparavant toutes les deux et tu m'as dit que toi, ce que t'aimais vivre avec ton chien, c'était plutôt des micro-aventures. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'une micro-aventure pour toi ? En fait, la micro-aventure... pour moi, c'est avant tout le fait de partir à l'aventure ou en voyage proche de chez soi. Et donc de découvrir tout ce qu'il y a autour de chez soi quand on ouvre sa porte. Et même en France. Et en fait, je crois que le terme a été... l'origine du terme vient d'un Anglais, un aventurier anglais qui, après avoir fait le tour du monde, en fait, s'est rendu compte que finalement son pays était pas si mal. Et du coup, il s'est lancé des petits défis comme ça. Et il a du coup découvert son pays grâce à la micro-aventure et c'est lui qui a vraiment donné l'origine du mot micro-aventure. Okay. Et en fait, voilà, c'est vraiment l'idée de partir proche de chez soi et d'apprendre à apprécier ce qu'on a, de voyager moins loin, plus lentement. Donc c'est un peu finalement aussi un état d'esprit en fait. Puisque ça va venir aussi avec une conscience un peu plus écologique, donc de moins prendre l'avion, voyager plus lentement avec d'autres modes de transport, notamment avec ses jambes, et voilà, et faire moins de kilomètres et découvrir tout ce qu'il y a aux alentours, quoi. Ouais, surtout que du coup, tu as commencé ça dans des coins qui s'y prêtaient plutôt bien. Exactement. C'est vrai que parfois, je me dis, c'est vrai que je parle de micro-aventure, mais j'ai de la chance de pouvoir vivre à la montagne. Mais finalement, je me rends compte qu'on peut faire ça partout, puisque j'ai grandi en Dordogne. Et donc, il n'y a ni la montagne ni la mer, mais la micro-aventure, finalement, je la vivais déjà quand j'étais petite, puisque j'en faisais avec mes parents. J'ai aussi des chevaux, donc du coup je partais beaucoup dans les chemins avec mes chevaux. Okay. Enfin, je connais très bien en fait, on va dire, autour de chez mes parents. Et c'est vrai que, ouais, c'est un peu un mode de vie et je pense qu'on en fait tous et on en a tous fait, plus ou moins sans s'en rendre compte, parce que c'est quelque chose auquel on prête pas forcément attention. On se dit pas je pars à l'aventure à côté de chez moi, mais finalement le fait de se le dire, et ça permet de rendre la chose un peu plus fun et du coup d'avoir envie de découvrir autour de chez soi. C'est clair. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir parler de ça, puisque sur le podcast, l'idée, c'est de parler de vivre plus avec son animal. Donc, ça peut être des trucs extraordinaires comme des choses toutes simples. Et je trouve ça intéressant, puisque ça parle aussi au plus grand nombre. On ne peut pas tous poser 5 semaines de congé pour partir au bout du monde. Et des fois, voilà, on aimerait faire des trucs chouettes sur un week-end, et on ne se rend pas compte forcément de la richesse qu'il y a autour de nous. Donc, je trouvais ça trop, trop chouette. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, du coup, à commencer ce type de voyage ? Finalement, moi, un peu comme tout le monde, avant de découvrir... de me rendre compte que je faisais de la micro-aventure, j'ai aussi beaucoup voyagé loin. J'avais cette envie de voyager tout le temps loin, de découvrir tout le temps plus de choses, d'être un peu dans cette performance tout le temps du voyage, d'être dans cette consommation un peu illimitée du voyage. Et finalement, un jour, avec mon copain...
quand on habitait au Pays Basque, on s'est dit mais en fait il y a le GR10 qui est juste à côté de chez nous, c'est la traversée des Pyrénées, donc ça traverse vraiment tout le massif des Pyrénées, ça fait à peu près 900 km, donc c'est un truc qui est assez grand à faire, on va dire. Et puis on s'est dit pourquoi pas essayer d'en faire une partie. Finalement c'est juste à côté de chez nous, ça coûte rien, on n'a pas besoin de grand chose entre guillemets, juste de notre corps et puis d'un équipement forcément adapté. Et on s'est dit go, on va partir du Pays Basque et rejoindre les Hautes-Pyrénées, puisque j'ai un peu d'attache familiale dans les Hautes-Pyrénées. Donc du coup on s'est dit voilà, on va rejoindre ces deux points là, et donc on est parti du Pays Basque jusqu'à Reims-Marsousse dans les Pyrénées. Donc on a fait à peu près 200 km, ce qui n'est pas énorme sur toute la totalité, mais pour nous c'était une grande première, et finalement ça a été une révélation. Et on s'est dit mais c'est génial de pouvoir voyager comme ça, si proche de chez soi. Et on s'est rendu compte que en fait on n'avait pas besoin d'aller très loin pour voir les paysages changer sous nos yeux, parce que en fait finalement en passant du Pays Basque au Béarn, aux Hautes-Pyrénées, les paysages sont extrêmement variés, les pierres sont différentes, la flore est différente, enfin tout est différent, et voilà, on s'est rendu compte à travers ce voyage qu'on pouvait vraiment voyager à côté de chez nous, et donc ça a été un déclic, on va dire. Et puis c'est arrivé en même temps que aussi une conscience écologique, de se dire qu'on avait envie de voyager autrement. Et donc ça a été le premier, on va dire, déclic. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Poncho aussi dans nos vies, parce que il est arrivé quelques mois après cette aventure, et c'est un chien qui est assez craintif de son environnement, il est très prudent, il est très très vite dépassé par son environnement. Donc du coup on habitait en ville à l'époque, et on s'est dit en fait on va continuer cette démarche là d'aller découvrir autour de chez nous, pour d'abord chercher des coins calmes en fait, et en faisant ça, donc vraiment finalement grâce à lui, on a découvert, je pense, le Pays Basque comme on l'aurait jamais découvert sans lui en fait. Donc voilà, finalement, ce qu'on pourrait appeler des défauts chez un chien nous ont permis de découvrir la vie autrement, et ça, c'est trop chouette, quoi. Donc ça a été vraiment le deuxième truc qui nous a réconforté dans cette idée qu'on avait envie de voyager différemment. Ok, super. Ben, je te rejoins carrément là-dessus, puisque c'est aussi un des avantages dont je parle beaucoup à voyager avec son chien, c'est de pouvoir aussi sortir un peu des sentiers battus, d'aller visiter des endroits que tout le monde ne visite pas, puisque tout ce qui va être un peu le culturel, souvent c'est pas accessible aux chiens, et du coup t'es obligé de chercher des endroits où c'est accessible pour eux et où généralement il y a moins de monde, et au final tu peux aussi découvrir des petites pépites comme ça qui sont pas encore très connues. Ouais, c'est ça. Et puis en fait nous, on se rend compte que toutes les zones, on va dire, touristiques, donc tous les coins qui sont ultra connus, répertoriés, vus sur Instagram des milliers de fois, c'est pas des endroits où on peut forcément aller avec lui, parce que il sera pas à l'aise, et que on s'adapte à lui, donc on va pas le forcer à aller dans des endroits dans lesquels il est pas à l'aise. Et puis nous, ça nous convient très bien aussi. Et c'est vrai que comme tu dis, ça nous permet vraiment de découvrir des pépites, des coins dans lesquels on n'irait jamais finalement, peut-être tout seul ou de nous-mêmes, quoi. Donc voilà, quoi, c'est en partie aussi grâce à Poncho. Trop bien. Et puis Poncho doit se régaler lui aussi du coup à partir à l'aventure comme ça avec vous deux. Et est-ce que tu voudrais bien nous raconter un petit peu les micro-aventures que tu as déjà fait, ou est-ce que tu es déjà partie avec Poncho ? Alors évidemment, il y a eu le GR10 qui a été du coup quelque chose de très important, puisque c'est un peu le démarrage de tout ça. Et puis avec Poncho, en fait, finalement, la micro-aventure, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc parfois, je me dis, c'est pas que j'ai rien d'extraordinaire à raconter, mais finalement, c'est des choses très simples. C'est le fait
par exemple d'aller faire un bivouac à simplement quelques kilomètres de chez nous avec notre chien. Et ça, c'est une des micro-aventures que je préfère faire avec Poncho parce que c'est trop chouette. Souvent, on part en début d'après-midi, on croise des gens. Et les gens, souvent, eux sont en train de redescendre, nous on monte parce qu'on va chercher un lieu pour bivouaquer, on échange avec eux, ils nous donnent des coins pour bivouaquer, et ça permet aussi, tu vois, par exemple à Poncho, de se rendre compte que les humains, c'est chouette aussi, et je pense que lui, il sent qu'on est détendu, donc ça participe aussi finalement la micro-aventure au fait qu'il petit à petit se détend dans son environnement. Donc ouais, les bivouacs avec lui, c'est quelque chose qu'on adore faire, parce qu'on arrive, on est tout seul là-haut, on voit souvent des couchers de soleil, des levées de soleil, et puis il y a un truc aussi, moi, que j'adore en montagne, c'est que, en fait, finalement, avec la micro-aventure, là, ça fait que 6 mois que je suis en Haute-Savoie, mais je commence à connaître déjà plein de sommets, et tu vois, par exemple, quand on part en bivouac, je me dis, ah tiens, là, ce sommet-là, on l'a fait, tu vois, on prend les jumelles, on regarde, ce sommet-là, on le connaît, on l'a fait, ah là, on habite juste derrière, en fait, c'est dingue, à vol d'oiseau, ça paraît super proche. Enfin, en fait, toutes ces petites choses-là, la micro-aventure, ça permet vraiment d'observer la nature qu'on a sous nos yeux. Et voilà, et après, évidemment, au Pays Basque, on en a fait aussi plein qui ont été trop chouettes, notamment le fait d'aller voir des couchers de soleil en montagne, d'aller voir le soleil qui se couche dans l'océan en montagne, et ça c'est chouette, et évidemment c'est parce qu'on avait la chance d'être dans ce genre d'endroit, mais finalement en France, tu vois, je te disais, j'ai grandi en Dordogne, il y a aussi des points de vue qui sont super jolis, des couchers de soleil, on peut en voir de partout, des levées de soleil aussi, et puis il y a aussi toutes les sorties qu'on a faites où on a pu explorer la faune, donc voir des chamois, écouter le brame du cerf pendant que c'était la période. Génial. En fait, il y a plein de trucs, tu vois, on va aussi chercher des champignons avec Poncho. Enfin, en fait, c'est des trucs tout simples, mais c'est pas des grosses expériences. On va pas faire des trucs de fou, mais toutes ces choses-là, ça fait que déjà, ça renforce notre relation qu'on a avec Poncho, et puis nous, ça nous permet de découvrir vraiment ce qu'il y a autour de chez nous, et d'apprendre à connaître plus la faune, la flore, d'observer les espèces d'oiseaux. Et tout ça, tu peux le faire que si tu as le temps de voyager. Parce que souvent, quand tu pars voyager loin, tu pars pas très longtemps, à part si tu pars t'y installer, mais souvent, c'est des voyages qui sont assez courts finalement, et donc t'es très pressé parce que t'as envie de tout découvrir. Alors que la micro-aventure, finalement, tu peux y revenir tous les jours et voir toujours quelque chose de différent. Tu peux voir les saisons qui passent. Voilà, c'est tout ça qui nous plaît beaucoup dans toutes ces aventures-là. Et je pense que finalement, elles sont toutes géniales, quoi, à leur manière. Ouais, c'est clair. Et du coup, comme tu disais, quand tu pars quelques jours comme ça, dans un endroit assez lointain, ça reste des voyages un peu en surface, où tu peux pas vraiment t'imprégner de la culture de l'endroit. Enfin, tu peux voir effectivement les incontournables, tu peux comprendre un petit peu ce qu'ils mangent, quelle langue ils parlent, etc., etc. Enfin, si c'est un pays, un pays en dehors de la France. Mais effectivement, c'est dur de s'imprégner et de comprendre vraiment le rythme de vie si tu y restes pas vraiment longtemps. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça super intéressant. Enfin, en tout cas, en ce moment, pour moi, ça résonne pas mal puisque je suis partie vivre donc 2 ans à La Réunion. Et enfin voilà, les paysages là-bas sont vraiment incroyables. La faune et les plantes sont ultra tropicales. Ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir en métropole. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte de la diversité aussi qu'on avait en métropole, mais que je voyais plus car je la connaissais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est carrément ça, en fait. C'est le fait, finalement, Finalement, en fait, la micro-aventure, c'est un prétexte. Tu vois, ça paraît être un truc un peu compliqué parce qu'on y met un terme. Mais finalement, c'est qu'un prétexte pour aller explorer autour de chez toi. Et comme tu dis, parfois, on voit plus ce qu'il y a autour de chez nous. Et en fait, le fait de se dire, bon, ben là, je prends une carte et je regarde tous les sentiers qu'il y a autour de chez moi à faire. Et je les fais. Et j'y reviens et je continue d'explorer tout ce qu'il y a autour de chez moi, parce que finalement, peu importe où on habite en France, n'importe quelle région, on a la chance d'avoir un pays qui est incroyablement diversifié, et en termes de paysages, de tout ce qu'on y trouve, que du coup, il n'y a aucune région de France
forcément, il y en a qui font moins rêver que d'autres, mais je pense qu'on a tous en France la chance de pouvoir accéder justement à cette nature assez facilement. Même si on habite à Paris, j'ai vécu à Paris pendant 6 ans et ben, je partais quand même, tu vois, dans des forêts autour de Paris. Il y a Fontainebleau, il y a plein de bois, Enfin, finalement, en fait, la nature, elle est hyper accessible et c'est vrai que bah, si tu restes en surface, tu prends pas le temps de vraiment l'observer, quoi. Et donc, du coup, bah, ça devient un truc presque banal, alors que finalement, c'est génial, quoi. C'est clair, c'est exactement ça. Du coup, tu disais que la micro-aventure que tu préférais, c'était simplement aller faire un bivouac donc avec ton compagnon et ton chien. Je sais que la France n'est pas le pays le plus accessible pour faire du bivouac. Est-ce que tu aurais des astuces que tu utilises, toi, pour trouver des spots facilement, en sachant que bah, voilà, tu ne dérangeras pas, qu'on ne viendra pas te bouger pendant la nuit? Ouais, alors ça, je sais qu'en montagne, c'est plutôt facile de trouver des coins pour bivouaquer. Mais c'est vrai qu'à la campagne, ben ouais, pour avoir grandi à la campagne, c'est pas hyper facile. Tu vas pas aller bivouaquer dans le champ d'un agriculteur parce que tu vas te faire dégager ou au milieu d'un champ de vaches, alors qu'en montagne, c'est plutôt accepté de bivouaquer pas très loin d'un troupeau, même si c'est mieux de pas le faire évidemment, mais les troupeaux bougent donc tu peux très bien te réveiller et il y a un troupeau à côté de toi. Mais c'est vrai qu'à la campagne, c'est un peu plus compliqué. En fait, je pense que finalement, plus on sera nombreux à le faire et ça va se démocratiser et donc plus les communes devront investir là-dedans, on va dire, et donc développer des sentiers, développer des endroits où les gens pourront bivouaquer et ce sera aussi plus accepté par tout le monde. Mais c'est vrai que à la campagne, tu peux trouver des endroits dans des forêts où personne ne va venir te déranger. Donc plutôt essayer de localiser, on va dire, une forêt et pas se mettre dans un champ fermé avec des fils barbelés parce que là, évidemment, ça va pas être possible. Mais en montagne, ouais, là, faut regarder la réglementation, donc savoir si tu as vraiment le droit d'y aller avec ton chien. Et puis, parce que par exemple, je sais que dans le parc national des Pyrénées, là, tu peux vraiment pas du tout y aller avec ton chien, donc il faut faire très attention à tout ça. Et ouais, et regarder tout ce qui se prête à passer une bonne nuit en montagne. Je sais que quand on a fait le GR10, on n'a pas toujours dormi dans des endroits super chouettes, mais la montagne se prête quand même bien à ça. Et en France, on a pas mal de massifs montagneux, donc je pense qu'on a de quoi trouver pour bivouaquer, mais voilà. D'accord, donc tu n'utilises pas d'outils ou de ressources particuliers, tu Non, marches et tu vois où est-ce que ce sera ouais, possible de en dormir? fait, oui, je marche et je fais un peu à l'instinct. Enfin, c'est vrai que le bivouac, t'as pas forcément d'appli ou de trucs comme ça. Enfin, il y a tous les topo-guides, par exemple, qui peuvent te donner des coins de bivouac sur des sentiers répertoriés. Mais ouais, je sais pas, les topo-guides, si tu connais, c'est vraiment des guides, on va dire, donc de sentiers, soit de grande randonnée ou des sentiers des sentiers de grande randonnée ou plus des sentiers classiques, on va dire. Et donc là, les topo-guides, ils vont t'indiquer, certains vont t'indiquer les points d'eau, les lieux de bivouac, parce que c'est important quand tu fais un bivouac que tu pars sur plusieurs jours, d'avoir aussi des points d'eau. Donc si tu veux cuisiner, tout ça, c'est bien aussi d'avoir un point d'eau pas très loin. Donc par exemple, si t'es pas en montagne, va falloir trouver un ruisseau, un lac, et donc prévoir tout ce qui est nécessaire pour l'eau et donc pour aussi ne pas avoir par exemple avoir des filtres pour l'eau, tout ça. Donc même ça en montagne, c'est un truc qu'on utilise, mais c'est vrai qu'on essaie d'être toujours proche d'un point d'eau, si possible, si on part plusieurs jours. Et si on est sur un sentier très connu et qu'on a le topo avec nous, on regarde le topo et on part toujours avec une carte. Mais globalement, on fait un peu à l'instinct aussi, quoi. Je sais que quand on est parti dans les Aravis, on est parti au-dessus du lac de Tardevant. Et là, on a trouvé un point assez bien situé, je pense, qui est pas vraiment un lieu de bivouac classique, mais voilà, il était assez plat. Et du coup, on s'est installé là. Et il y a aussi, après, quand tu te promènes, si tu te mets à observer un peu, tu vois qu'il y a plein d'endroits où il y a des gens qui font des feux. Et donc, souvent, c'est là où il y a des gens qui ont déjà bivouaqué. Donc, ça peut être des endroits où tu peux te poser. Évidemment, si tu fais un feu, il faut regarder la réglementation. Mais voilà, on n'est pas les seuls à le faire. Donc, forcément, il y a des endroits où tu vas reconnaître qu'il y a plus
de lieux qui sont appropriés que d'autres pour se poser, quoi. Ok. Et justement, tu as parlé aussi du fait que si on était plus nombreux à faire des bivouacs, ça serait aussi plus facile d'en faire, enfin plus accepté, que les communes mettent des choses en place, etc. Mais je pense aussi le truc ultra important à souligner, c'est de respecter les lieux où tu vas. Évidemment. Si on est nombreux à le faire et que si on est nombreux à respecter les lieux où on va, à ramasser nos déchets, à laisser les terrains propres, voilà, si on fait des feux, bah pareil, à faire super attention parce que bah, on éteint un feu de forêt, c'est vite parti. C'est ça aussi qui pourra permettre à ce que ça se démocratise un peu plus. Et ça, c'est un truc, quand tu pars et comme quand tu promènes ton chien, toujours avoir des sacs avec toi. Enfin, je veux dire, tu penses à prendre de quoi manger, tu penses aussi à prendre le sac qui va avec pour amener tes détritus avec toi, quoi. Mais carrément, et je pense que aussi explorer autour de chez soi, ça permet aussi de petit à petit faire plus attention à la nature parce que étant donné que tu voyages plus lentement, forcément tu observes plus et donc tu te rends compte de tout ce qu'il y a autour de toi, du vivant, mais aussi de tout ce qui n'est pas forcément vivant. Et donc du coup, moi en tout cas, je sais que le fait de voyager de cette manière-là, ça me permet vraiment de me rendre compte qu'il faut faire hyper attention et que justement il y a des lieux qui sont fragiles, notamment la montagne, mais aussi toute la nature finalement est très fragile et je pense que si on va pas observer cette nature, on peut pas en avoir conscience vraiment profondément et du coup c'est ultra important d'aller cette exploration on va dire quotidienne, elle participe au fait qu'on se rend compte qu'il faut faire attention et justement comme tu disais de pas laisser de traces derrière soi. Alors je sais qu'en montagne, tu peux bivouaquer, ça dépend des lieux, mais de 19h à 7, 8, 9h du matin. Il y a des lieux où t'as pas du tout le droit. Et tout ça, il faut respecter, évidemment. Et jamais laisser de traces, ça c'est un truc incontournable, indispensable. C'est impossible de penser pouvoir démocratiser la micro-aventure si tout le monde fait n'importe quoi. Mais je pense que les gens qui s'intéressent à ça, c'est aussi des gens finalement qui ont envie de prendre soin de la planète, quoi. Mais c'est vrai que la France, on n'est pas un pays qui met forcément la nature au cœur de l'éducation des enfants. Il y a certains pays qui le font plus que d'autres. Mais je pense que... moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense que c'est important aussi de faire découvrir la nature très tôt aux enfants parce que du coup, ils peuvent justement avoir cette conscience écologique parce que finalement, c'est eux qui vont faire demain. Donc, c'est important aussi d'éduquer les enfants par rapport à ça, mais aussi les adultes. Hein. C'est clair. Du coup, on a beaucoup parlé de la micro-aventure, on n'a pas beaucoup parlé de poncho. Est-ce que tu as mis des choses en place pour lui apprendre à voyager avec toi, à dormir en tente, etc. Ou ça s'est fait plutôt facilement, naturellement? Alors, le bivouac... En fait, le bivouac, au début, on a essayé la tente chez nous. Ok. En fait, on aime bien faire les choses... Comme on sait que c'est un chien un peu craintif, qui est très prudent, on aime bien le prévenir un peu de tout ce qui va se passer. Donc du coup on l'a habitué à la tente, mais je sais qu'on n'est pas obligé de faire ça avec tous les chiens, mais en tout cas nous c'est notre manière de faire avec lui et ça marche plutôt bien en général. On l'a habitué à la tente avant, on lui a montré, on l'a monté à côté de lui, il a pu s'installer dedans quand il voulait, tout ça c'est devenu un truc un peu, on va dire normal pour lui de voir la tente. Et après on s'est dit la première fois, oh là là, est-ce qu'il va pas avoir peur de tous les bruits qu'on entend quand on dort dehors, quoi. Et finalement, le fait d'avoir marché beaucoup, de s'être dépensé, d'avoir reniflé, il a très bien dormi la première fois. Et donc du coup, la tente n'était pas un truc nouveau pour lui, donc il a tout de suite compris qu'on allait aller dedans et que c'était pas un problème. Et puis, les bruits, finalement, il était tellement crevé, je pense, de sa rando qu'il s'est endormi tout de suite. Et le lendemain matin, il était vraiment... on voyait qu'il était... C'est pas un chien qui est très, très, en général, très expressif. Et là, on voyait vraiment qu'il était heureux. Et donc, du coup, c'était trop chouette de vivre ça avec lui. Et c'est toujours très chouette de vivre ça avec lui. Mais voilà, sinon...
on fait attention à ce que justement il n'y ait pas trop de troupeaux, pas trop loin quand on dort en bivouac avec lui, parce que déjà on veut pas trop se faire surprendre la nuit et qu'il ait peur. Si on était tout seul, ça nous dérangerait moins, mais là, voilà, on essaie de faire attention à tout ça. Et puis voilà, l'habituer à l'attendre progressivement. Je pense qu'il y a des chiens qui n'ont même pas besoin de faire cette étape, mais nous, ça a été un truc important à faire avec lui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Oui, parfaitement. Je sais que certaines personnes avec, tu vois, le caractère de leur animal, ils peuvent avoir encore plus peur de faire des choses avec. Enfin, comment t'as appréhendé le fait que t'aies un chien plutôt craintif pour continuer de voyager avec lui? Disons qu'on voyage complètement différemment avec lui. Et on essaie de faire toujours hyper gaffe. Par exemple, quand on part en van, on essaie de faire attention à l'endroit où on va se stationner. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de chiens autour? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont stationnés avec plein de chiens autour? Est-ce qu'il y a un sentier pas très loin où il y a quelqu'un qui peut surgir à tout moment et donc lui faire peur et en fait finalement mettre en péril tout le travail qu'on fait avec lui? Est-ce que c'est proche d'une route et il risque d'y avoir des gens qui vont s'arrêter la nuit? En fait, tous ces trucs-là, bon ça c'est essentiellement pour le voyage en van, mais quand on bivouac c'est exactement la même chose. On essaie de pas être trop proche du sentier parce que pendant le GR10 par exemple on s'est fait surprendre pendant la nuit et ça aurait été un truc impensable avec lui parce que ça aurait clairement foutu en l'air, enfin pas foutu en l'air, mais ça nous aurait fait régresser dans le travail qu'on fait, dans sa prise de confiance en lui et en l'environnement. Et donc du coup on fait attention à tout ça, donc ça demande une grande anticipation de l'environnement forcément, mais je pense que tous les propriétaires de chiens craintifs voire réactifs connaissent tout ça et nous c'est vrai que c'est quelque chose auquel on fait très attention et même quand on part du coup proche de chez nous pour nos balades quotidiennes, puisqu'on essaie de souvent varier les balades quasi tous les jours en fait, on fait attention aux heures à laquelle on part avec lui, aux heures auxquelles on part avec lui. Souvent quand on se gare sur un parking, on essaie de se garer le plus loin possible pour pouvoir descendre, monter tranquillement. Enfin voilà, c'est tous ces petits trucs là qui font que c'est pas impossible de voyager avec un chien craintif, mais ça demande un petit peu plus d'organisation, je pense, que quelqu'un qui n'a aucun problème avec son chien et où le chien est totalement à l'aise partout. Et donc du coup va pas penser forcément à toutes ces choses-là. Mais nous, c'est quelque chose auquel on fait hyper attention parce que on veut avant tout qu'il soit le mieux possible et surtout pouvoir continuer à découvrir plein de choses avec lui et que ça ne devienne pas une source de stress pour lui. Et donc voilà, donc aussi finalement tous les sentiers qu'on découvre qui sont pas hyper empruntés, finalement lui ça le rassure et donc du coup petit à petit il se détend et il comprend que quand on va en promenade ou quand on va en rando ou même quand on prend la voiture, c'est pour faire un truc cool et donc voilà, et c'est aussi je pense grâce au fait qu'on fait hyper attention à ce que tout se passe bien quoi. Et par exemple un truc que je pourrais rajouter et qui je pense quand t'as un chien qui est pas du tout craintif, auquel tu fais pas du tout attention, mais par exemple nous en randonnée dans les sentiers très étroits, on est obligé de faire hyper attention parce que si la personne passe trop proche de lui et qu'il a un mouvement de fuite et qu'il y a le ravin qui est pas très loin ou qu'il y a des pierres qui vont tomber sur quelqu'un d'autre parce qu'il aura fait tomber des pierres, enfin tu vois on est obligé de faire hyper attention à tout ça, donc quand on prend un sentier étroit on va dire, on essaie de pas le prendre à 15h ou 16h quoi. En plein été par exemple. On va partir tôt le matin ou un peu plus tard le soir. Et donc ça nous permet de croiser moins de monde et de pas avoir à se préoccuper forcément de tous ces trucs-là pendant la balade quoi. Ouais, donc c'est vraiment un travail de prévention, de savoir qu'est-ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, enfin sur ton voyage, etc. D'anticipation, ouais. Ouais, voilà, d'anticipation, merci, c'est le mot plus adapté. Sur ce que tu vas faire, mais ça t'empêche pas de le faire. Mais effectivement, ça doit être un peu plus de réflexion, j'imagine, que tu prends ton chien, ta voiture et tes pieds et tu verras où t'atterris, quoi. Et oui, et puis surtout, on peut pas forcément, tu vois, il y a plein de villes qu'on aimerait bien visiter, mais on sait qu'on n'ira pas avec Poncho, et c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, on lui épargne tous ces trucs-là en général, ou alors si on va dans une ville, c'est parce qu'on sait que c'est hors saison, qu'il va y avoir personne et voilà, on fait hyper attention à tout ça quoi. Ok, parce qu'il a peur des humains en fait. En fait, il vient d'un petit élevage qui
qui nous est apparu très bien au début mais qui finalement était pas si bien puisque la mère est très craintive et donc du coup forcément il a hérité de ce trait de caractère là et donc lui il est l'humain pour lui c'est pas un truc hyper intéressant déjà de base il va fuir toutes les approches des êtres humains, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de le caresser il va partir, quelqu'un qui va le surprendre dans un chemin parce que voilà il y a quelqu'un qui arrive en face et qu'il n'avait pas au début il s'était pas dit qu'il allait avoir des gens dans le chemin parce que s'il voit des gens au début ça va mais s'il y a quelqu'un qui surgit au milieu de la rando il peut avoir peur et donc du coup avoir envie de fuir ou prévenir en aboyant toutes ces choses là et donc du coup c'est plus de la craintivité et de la prudence on va dire que il est pas réactif humain mais il est très très prudent il est extrêmement prudent et donc du coup voilà on essaie et finalement toutes les sorties qu'on fait avec lui ça l'aide énormément enfin on voit vraiment que à chaque fois plus on sort avec lui et plus on va justement rendre toutes ces sorties chouettes moins il va avoir peur en fait de ce qu'il va croiser en balade quoi. Bon, en tout cas, c'est chouette aussi d'avoir des témoignages de personnes qui ont des chiens un peu plus sensibles que d'autres, et puisque ça prouve une fois de plus que ça peut rajouter peut-être un niveau d'organisation un peu plus poussé qu'avec un autre chien, mais que c'est quand même possible, donc c'est super chouette. Et du coup, tu as dit tout à l'heure que tes voyages ont vraiment changé depuis que tu emmènes Poncho avec toi. On a parlé tout à l'heure du fait de pouvoir découvrir des lieux un peu moins touristiques. Est-ce que tu as identifié d'autres avantages au fait d'emmener Poncho avec toi par rapport à quand tu voyageais sans lui ? Ouais, parce que en fait, le fait d'avoir un chien aussi, du coup, tu te rends compte que le chien, il vit clairement dans un autre monde que le nôtre, un monde plus d'odeur. Poncho, c'est un chien qui est quand même plutôt calme pour un berger australien. Donc il va prendre son temps pendant les balades, il va beaucoup renifler, il va beaucoup observer. Je pense que ça fait aussi partie peut-être de sa craintivité, c'est-à-dire qu'il observe beaucoup pour un petit peu se rassurer et il renifle aussi beaucoup, je pense, pour évacuer et aussi se rassurer et connaître son environnement. Et donc le fait qu'il soit comme ça, qu'il soit plutôt lent, on va dire, ça nous a forcé aussi, nous, à marcher beaucoup plus lentement. Et donc, ouais, finalement, à observer, tu peux dire, bon, mon chien, il marche lentement, je m'ennuie, je vais regarder mon téléphone. Mais nous, on s'est dit, non, en fait, on va aller en profiter pour essayer d'apprendre les plantes qu'on croise, essayer de reconnaître les espèces de champignons. Et moi, je fais aussi beaucoup de photos. Donc du coup, le fait que Poncho soit pas une pile électrique et soit plutôt lent, ça me permet, tu vois, de rester un petit peu derrière lui et puis de capter tous les moments qu'il va y avoir, où je vais me dire, là, il y a une jolie lumière. Et donc, Poncho est dans une belle pose et donc du coup, je vais le prendre en photo et ça me permet, voilà, en fait, finalement, c'est un peu aussi notre balade à nous. Et c'est vrai que peut-être que quand il n'était pas là, on avait tendance à aller un peu plus vite. En général, quand on marche tous les deux en montagne avec Alex, mon copain, on marche plutôt vite, on a un bon rythme. Et du coup, vraiment, Poncho, il nous apprend à ralentir, à marcher moins vite, à s'arrêter pour regarder. Alors parfois, au début, on se disait, mais on met, je sais pas, une demi-heure, voire plus pour faire 2 kilomètres, quoi. C'est pas possible. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était chouette et que c'est bien aussi de prendre plus son temps. Et ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on faisait pas forcément avant, prendre notre temps. Avant, on se dépêchait vite d'arriver au sommet pour avoir la vue parce que c'était ça qui nous intéressait. Et finalement, maintenant, le chemin est tout aussi important. Donc voilà. Tu as parlé aussi du fait que tu fasses des photos et tu n'en as pas parlé pendant ta présentation, mais c'est aussi comme ça que j'ai découvert ce que tu faisais. Tu as un compte Instagram, La Minute Nature, et pas Aventure. Oui. Et qui est super sympa. Enfin, tes photos sont vraiment trop jolies et si vous avez envie d'aller faire un tour pour voir des belles photos de France, du coup, principalement, ça se passe sur La Minute Nature. Ouais, merci beaucoup pour le compliment. Et oui, ça se passe sur ce compte et c'est vrai que c'est un peu finalement aussi la photo c'est un peu mon lien avec la nature depuis assez longtemps
disons que je suis intéressée par la photo. J'ai toujours eu un appareil photo sur moi depuis que je suis petite. C'est un truc, je prenais mes amis en photo, je faisais des mises en scène. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Et j'ai toujours gardé ça avec le temps. Je suis passée aussi beaucoup par l'argentique. Donc du coup, j'ai appris aussi à observer davantage parce que quand tu fais de la pellicule, forcément tu peux pas faire 100 fois la même photo, donc ça t'apprend à observer davantage ton environnement. Et c'est vrai que ouais, la photo fait vraiment partie de ma vie et je me dis jamais je vais prendre mon appareil photo pour faire des photos. En fait, finalement, il est toujours avec moi et du coup, le fait d'observer tout ce qu'il y a autour de moi, je capte des moments qui me touchent et souvent, c'est des choses simples. Hein. J'ai pas énormément de technique en photo, je me revendique pas du tout photographe, je suis juste, voilà, j'adore observer les lumières, la nature, tout ça. Et je pense que ouais, on peut tous aussi avoir cette sensibilité-là. Et tu vois, par exemple, prendre un appareil photo avec soi, ça peut aussi être une motivation pour sortir de chez soi. Se dire, bon, bah, je prends mon appareil photo avec moi et puis j'essaie d'observer et j'essaie de capter les belles lumières, les beaux moments. Donc voilà, faut trouver des petits trucs comme ça pour se motiver à sortir, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai, enfin, au final, on n'a jamais trop d'excuses pour mettre le nez dehors. Et en plus, nos chiens nous savent bien nous le rappeler quand c'est l'heure d'aller faire une petite balade et se promener. Et effectivement, comme tu dis, voilà, de trouver des excuses aussi, entre guillemets, pour ralentir et pas faire un pipi rapidos et vraiment prendre son temps pour soi et pour son animal, c'est toujours une bonne idée. Bah oui, exactement. Et puis, c'est vrai que parfois, tu te dis, bon, bah, c'est l'heure de la balade de mon chien, je sors, enfin, je fais juste le tour de chez moi ou je fais toujours la même balade. Et en fait, le fait finalement, de se trouver un peu des excuses aussi à soi, finalement, tu vois, parce que c'est aussi important que quand on sort notre chien, alors je sais que tous les propriétaires, par exemple, de chiens réactifs, peuvent pas, tu vois, prendre ce temps pour soi pendant la balade, mais à tous ceux qui le peuvent, et même à tous les autres, c'est important de, ouais, peut-être de se dire aussi, de se trouver un petit prétexte ou de se lancer un défi ou enfin je suis pas tellement dans cette idée de la performance mais en tout cas de trouver quelque chose qui nous motive à sortir. Et donc ça peut être la photo, ça peut être je sais pas, se dire bon bah si t'habites à la montagne, de se dire bon bah je sais pas, ce mois-ci j'essaie de faire 5 sommets que j'ai jamais fait, ou Ou si apprendre les t'habites plantes médicinales, enfin, voilà, ouais, ou il y a si plein de t'habites choses à à la faire. campagne, exactement, apprendre les plantes, reconnaître les champignons, il y a plein de choses à faire, tu vois. Enfin, en fait, il faut laisser parler sa curiosité, sa créativité, et c'est totalement quelque chose que tu peux faire avec ton chien finalement, en fait. Parce que lui, lui, il est dans ses odeurs, il est dans son monde de chien, on va dire. Et toi, tu peux totalement aussi participer à son monde tout en trouvant un truc chouette à faire qui te plaît. Et puis ça permet aussi de lâcher un peu les téléphones et de aussi prendre de la distance un peu avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces destinations qui font rêver et qui parfois du coup font trouver nulles toutes celles qu'il y a autour de chez nous. Et alors que voilà, il y a aussi plein de choses qui méritent d'être découvertes. C'est clair, et tu les mets super bien en valeur. Merci. Tu as dit au début que tu avais vécu un petit peu donc dans le Pays Basque et aujourd'hui proche d'Annecy. Comment c'est de vivre dans ces régions-là et est-ce que c'est accessible aux chiens ? Ouais, alors du coup je vais commencer par le Pays Basque puisque c'est là où on a eu Poncho. Nous on habitait sur la côte à Saint-Jean-de-Luz très exactement, qui est une jolie ville assez typique du Pays Basque, aussi très touristique et qui est pas hyper accessible aux chiens. Enfin, tu peux y aller avec ton chien, mais par exemple, la plage va être interdite à ton chien. Il y a très peu d'endroits où tu peux le lâcher. En tout cas, sur la côte en général, tout ce qui est la côte basque, après les Landes c'est différent, mais tout ce qui est la côte basque, la plupart des plages sont interdites aux chiens, malheureusement. Et toute l'année, il y a très très peu de tolérance là-dessus, donc même en y habitant, on faisait hyper attention. Ouais. Après, au niveau des plages, sur Twip, il y en a vraiment pas mal de référencés. Donc à la limite, si vous avez un doute, faire un petit tour sur l'application. Il y en a beaucoup qui étaient déjà référencés en amont et qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Et normalement, c'est noté si c'est seulement saison haute, saison basse. Mais enfin, c'est souvent pas accessible. Mais il y en a quand même qui existent et il faut chercher un petit peu sur l'app. Voilà, et puis il y en a où
bon, c'est pas très bien de dire ça, mais où c'est interdit et puis finalement en basse saison tu te rends compte que c'est plutôt toléré. En tout cas à Saint-Jean-de-Luz c'était interdit toute l'année et il n'y avait aucune exception et c'était vraiment au point où c'était surveillé par rapport aux gens qui y allaient avec leurs chiens. Enfin nous on s'est fait réprimander plusieurs fois. Et donc du coup voilà, bon, moi j'encouragerais pas à aller forcément passer 1 ou 2 semaines entièrement dans les villes du Pays Basque côtières en tout cas parce que il y a beaucoup, enfin en tout cas en pleine saison, hein, évidemment hors saison c'est différent mais en pleine saison c'est très très il y a beaucoup de monde, c'est des villes souvent qui sont pas très grandes donc du coup voilà c'est pas hyper adapté pour les chiens on va dire, mais après il y a des chiens qui le supportent très bien donc faut aussi faire en fonction de son chien. Et sinon tout ce qui est l'intérieur du Pays Basque, donc toutes les pré-montagnes des Pyrénées, c'est vraiment vraiment j'invite tout le monde, tous ceux qui vont visiter le Pays Basque à aller faire un tour dans ces montagnes là parce que c'est vraiment incroyable. Et moi, je continue de penser que c'est un des plus bels endroits que j'ai vus jusqu'à présent. Et il y a plein de randonnées à faire avec son chien qui sont pas hyper fréquentées. Si t'en avais une ou deux à conseiller. Ouais, côté espagnol, il y en a plein. Alors moi, il y en a une que j'adorais faire, c'est le mont Achuria, qui est vraiment super chouette parce qu'on a une très jolie vue aussi sur le Pays Basque espagnol. Et il n'y a pas énormément de monde. Et voilà, c'est un petit sommet qui est à 800 mètres d'altitude, je crois, donc qui est assez accessible finalement. Et puis après, voilà, il y a énormément de randonnées qui sont accessibles aux chiens, en tout cas au Pays Basque. Je me rappelle vraiment pas avoir vu de lieu interdit aux chiens, en tout cas en montagne. Évidemment, il y a des endroits où il y a des troupeaux, des estives, donc du coup là il faut faire attention, tenir son chien en laisse. Il y a souvent des panneaux d'ailleurs qui recommandent d'avoir, qui précisent, c'est même pas une recommandation, c'est une obligation d'avoir son chien en laisse. Nous ça c'est toujours quelque chose auquel on est très attaché, on fait hyper attention à ce que Poncho n'aille jamais embêter les troupeaux. Ni même dire bonjour, ni même s'approcher. Voilà, on respecte tous ceux qui vivent dans la montagne, puisque les animaux, les troupeaux vivent aussi dans la montagne, donc on n'est pas tout seul. Et on fait hyper attention à ça. Et mis à part ça, voilà, il y a plein de randos. Même si on n'est pas un très grand montagnard au Pays Basque, on peut totalement faire beaucoup de randonnées avec une vue sur l'océan en prime. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, dans les Pyrénées... moi, je connais plus du coup les Hautes-Pyrénées. Là, il y a le parc national des Pyrénées qui est présent sur une grosse partie des Hautes-Pyrénées. Donc, du coup, il faut. Là, les chiens sont interdits. Donc, il faut vraiment respecter ça. C'est ultra important. La montagne, c'est un lieu fragile. La faune y est fragile, la flore aussi. Donc, tout ça, il faut le respecter. Et il y a. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des balades qui sont autorisées aux chiens. Alors ce sera peut-être pas les plus belles, mais il y a toujours de quoi faire. Parfois il vaut mieux renoncer à certains lieux et s'en tenir à la réglementation. Enfin, en tout cas, ça c'est quelque chose auquel on porte beaucoup d'importance. Aussi, pas très loin du Pays Basque, il y a toutes les plages des Landes qui sont souvent autorisées aux chiens, ou en tout cas ils sont tolérés certaines parties de l'année. Enfin, je me rappelle plus exactement des réglementations, donc je veux pas dire de bêtises, mais voilà, ça c'est aussi des trucs chouettes à faire. On peut aussi se promener dans les dunes, du coup, dans les forêts des Landes, il y a plein... Enfin voilà, tout ça c'est proche du Pays Basque et c'est des trucs qui sont chouettes à faire quand on va là-bas avec son chien. Après, les villages et les villes sont aussi super chouettes à découvrir. Et puis en Haute-Savoie, c'est assez récent pour nous, donc du coup, nous on n'habite pas très loin du plateau des Glières. Dans un petit village de montagne en bas du plateau et c'est assez chouette parce que moi j'avais un peu un a priori sur les Alpes, enfin pas forcément un a priori mais pour moi c'était des grandes montagnes inaccessibles où il fallait faire de l'alpinisme. Je connaissais très mal en fait parce que finalement je connais très bien les Pyrénées mais j'étais jamais vraiment allée dans les Alpes et donc du coup c'est chouette de pouvoir découvrir aujourd'hui. Et tous ces plateaux en altitude, c'est vraiment un truc qu'on a découvert en arrivant ici et c'est chouette parce que du coup tu te rends compte que finalement même oui si c'est des montagnes avec des altitudes très élevées, il y a aussi beaucoup de plateaux en altitude et donc du coup tu peux faire plein de randonnées qui sont
accessible à un chien même qui n'est pas forcément habitué à la randonnée. Et nous, par exemple, au plateau des Glières, il y a beaucoup de balades qu'on fait avec Poncho où il n'y a pas 1000 mètres de dénivelé et du coup on peut profiter avec lui sans partir forcément dans une grosse randonnée. Et donc voilà, en Haute-Savoie, après au niveau de la réglementation, en tout cas autour de chez nous, les chiens sont autorisés sur toutes les balades qu'on fait autour de chez nous. Je sais que vers Annecy, en tout cas les sommets qu'il y a autour de Annecy sont la plupart autorisés aux chiens. Après, j'imagine que c'est comme dans les Pyrénées, il y a des lieux où des parcs nationaux ou des lieux où les chiens sont interdits ou obligatoirement tenus en laisse. En général, en montagne, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je recommande vraiment de garder son chien attaché, notamment à cause des troupeaux et des animaux sauvages. Je pense que c'est important et comme on l'a précisé avant dans ce qu'on disait, c'est que si y a de plus en plus de gens qui vont à la montagne, tout le monde lâche son chien n'importe où, laisse ses déchets traîner, et du coup il y aura de plus en plus de réglementations et on pourra de moins en moins aller dans ces lieux-là. Et c'est déjà assez sévère. Donc du coup, c'est important de regarder tout ça. Et en tout cas, en Haute-Savoie, il y a vraiment de quoi faire avec son chien et sans forcément partir plusieurs jours en randonnée. Il y a plein de randonnées dans les Aravis aussi qui sont facilement accessibles. Ok, donc plutôt Annecy et sa région et les Landes, plutôt des bons spots où vivre avec son chien. Ouais, exactement. Et le Pays Basque intérieur, pré-montagne des Pyrénées, toutes les montagnes qu'on voit quand on est sur la côte au Pays Basque. Si on se retourne, si on se met dos à l'océan, on les voit, elles sont là, elles sont très belles et il faut pas hésiter à y aller. Génial. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils et toutes ces inspirations qui donnent vraiment envie d'aller visiter la France. Est-ce qu'il y aurait des choses dont on n'a pas encore parlé que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent ? Je pense qu'on a fait le tour. Après, juste de rester curieux, de rester ouvert d'esprit aussi, parce que de pas se dire j'habite pas à la montagne ou j'habite pas à la mer donc c'est nul et donc j'ai rien à faire autour de chez moi. Je pense que justement il y a plein de choses à faire en France et c'est vraiment l'avantage de ce pays et voilà. Et puis aussi oui, évidemment se renseigner sur les réglementations, prendre une carte, ouvrir la carte et regarder tous les sentiers. Tu prends une carte IGN, tu regardes tous les sentiers qui sont marqués, souvent il y en a vraiment beaucoup et qu'on soupçonne même pas parfois. Et puis aussi il y a plein de sites, de podcasts. Alors moi je suis beaucoup les Others, je crois qu'il y a quelqu'un qui en avait déjà parlé dans ton podcast, mais j'adore leur podcast et j'adore aussi leur site. Ils donnent plein de conseils justement pour la micro-aventure. C'est vraiment des pionniers là-dedans. Ils ont plein de sentiers, de trucs comme ça à partager, de micro-aventures. Il y a aussi Chiloé, je crois. Ouais, exactement. En fait, c'est les mêmes références que le dernier épisode. Donc avec Mathilde et Pisco, on a parlé de faire de la randonnée avec son chien. Et effectivement, c'est 2 sites ultra riches. Et pareil, le podcast Les Others, donc Les Baladeurs, il me semble. Les Baladeurs, ouais. Je pense que tout le monde le connaît. En tout cas, si vous vous intéressez au voyage, etc., il est ultra immersif. Il est vraiment sympa à écouter. Ouais, et il y a aussi récemment, alors je sais pas si c'est si récent que ça, mais en tout cas, j'ai découvert que Decathlon avait aussi une plateforme de micro-aventure. Ok. Ouais, et ce qui est chouette, c'est que chez Decathlon, tu peux louer aussi ton matériel. Et donc, du coup, par exemple, si tu as envie de partir que 2-3 jours quelque part en France, tu peux louer ton matériel chez Decathlon. Et ils ont aussi cette plateforme du coup qui répertorie pas mal d'aventures à faire. Génial. De balades, de randonnées notamment en France, donc c'est assez chouette. Et c'est un super tip ce que tu donnes, je trouve, donc la location de matériel, parce qu'effectivement, si on ne s'est jamais mis à la randonnée, au bivouac, etc., ça peut permettre de tester dans un premier temps sans dépenser des fortunes ou en se freinant en se disant justement j'aimerais bien essayer mais je sais pas si ça va me plaire, est-ce que je vais dépenser des centaines d'euros dans du matériel alors que je sais même pas si c'est fait pour moi.
Donc c'est une bonne idée. Exactement, et puis surtout, c'est vrai que le matériel de bivouac, si tu veux vraiment être autonome, souvent c'est assez cher. C'est clair. C'est un gros investissement, alors c'est quelque chose que tu rentabilises, mais c'est vrai que de pouvoir louer, bah finalement si ça te plaît pas, tu rends les trucs et puis tu trouves un autre truc où tu pars juste sur une journée, quoi. Mais c'est ultra pratique et je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui l'utilisent pas mal. Et donc voilà, je recommande à 100% ça. Et puis ouais, leur plateforme, alors je crois que c'est Decathlon Travel, Ok. mais je veux pas dire de bêtises. Et puis il y a tous les topo guides qui sont souvent répertoriés sur des régions, des sentiers de grande randonnée, des GR et tous les sentiers de randonnée classiques. Et puis les cartes IGN, il y a plein d'applis aussi. Nous on utilise All Trails, FatMap, l'appli IGN. Enfin voilà, plein de choses. Merci beaucoup Lucie de nous avoir partagé tout ça, c'était super intéressant. Si jamais vous voulez retrouver Lucie, du coup ça se passe sur ta page Instagram, c'est ça ? Ouais, sur la Minute Nature. Trop bien, donc allez faire un tour sur la Minute Nature, je répète, ça vaut vraiment le coup d'œil. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Lucie, je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.